Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Monsieur Masserolles. Une partie de la gauche est à la recherche d'un candidat qui ne serait pas François Hollande. Alors, pour cette gauche-là, il y a comme possibilité Jean-Luc Mélenchon, avec sa France insoumise. Il y a vous, qui êtes donc candidat à la primaire socialiste contre François Hollande s'il se présente, ou contre un autre si c'est un autre qui représente le gouvernement actuel, avec le projet France. Et puis il y a le Parti communiste qui hésite. Et hier, les cadres du Parti communiste ont rejeté la possibilité de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous dites aux communistes, écoutez, voilà, je suis à votre disposition pour entamer des discussions et pour que nous fassions cause commune? Bien, d'abord, chaque parti s'autodétermine librement et par délicatesse, je m'abstiendrai de tout commentaire sur ont-ils raison, ont-ils tort, quel est leur choix, c'est à eux de s'exprimer. En revanche, je peux dire une chose, c'est que la stratégie, le chemin stratégique que je compte suivre depuis le début des opérations de primaire, qui commenceront dans un mois et demi, jusqu'au mois de mai, c'est une stratégie de rassemblement des gauches. Pourquoi? Parce que le 21 avril est une leçon qu'il faut savoir tirer. Nous risquons d'avoir un 21 avril puissance 10, avec une élimination programmée de la gauche, et donc il y a deux choses à faire. Faire muter la gauche, la transformer, tourner la page de ce quinquennat qui a échoué. Et la deuxième chose à faire, c'est engager le rassemblement des forces. Et quand j'appelle force, j'ai envie de dire, ce sont d'abord les Français. Vous savez, les millions de Français qui ont voté François Hollande, ils ne se sont pas évaporés. Ils sont en colère, ils boudent, ils se sentent bernés. Certains nous le disent, d'autres ont encore de la bienveillance, mais enfin, elle devient rare. Et eux sont disponibles pour éviter d'avoir à arbitrer les élégances entre la famille Le Pen et le candidat qui sera désigné par la primaire de la droite. Et c'est contre cette fatalité que j'ai décidé, contre le défaitisme d'ailleurs, que j'ai décidé de me lever et d'engager le processus de rassemblement. Christophe Jacobicine de LCI, Alexis Brézet du Figaro sont avec moi pour vous poser des questions. C'est Christophe qui commence. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs et sympathisants communistes aujourd'hui? Est-ce que vous leur dites Montebourg 2017, c'est Mitterrand 81, on refait l'union de la gauche? Il n'y a pas que François Mitterrand qui a eu l'idée de faire l'union de la gauche. Il l'a inspiré. Et Lionel Jospin aussi. Et il est vrai que dans mon karma personnel, je suis né dans la Nièvre. J'ai vécu toute mon enfance et adolescence dans le canton de Château-Chinon. Donc il est évident que c'est une personnalité que je n'ai pas connue d'ailleurs. Personnalité importante dans ma formation politique. J'ai voté pour la première fois dans ma vie, c'était pour lui. J'ai collé ses affiches. Donc tout cela résonne. Vous n'arrivez pas à leur parler directement aux électeurs communistes là, hein, vous non, mais tournez un peu autour du pot. Je ne parle pas qu'aux électeurs communistes, je parle aux Français. Ça vous gêne de parler directement aux électeurs communistes? Mais je parle à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de langage segmenté. On s'adresserait aux uns et pas aux autres. On s'adresse toujours à l'ensemble en parlant le même langage. C'est l'esprit d'ailleurs de sincérité de cette campagne. Et je vais vous dire pourquoi. Les électeurs communistes, les électeurs socialistes, ils ont tous voté François Hollande. Les électeurs écologistes, les électeurs républicains, proches qui se reconnaissent dans Jean-Pierre Chevènement. En 2017, ils voteront pour Mélenchon? Je leur fais des propositions politiques de fond. Et c'est cela qui pour moi est important, et c'est pour ça que je vous remercie de votre invitation, parce que ça me permet d'évoquer les propositions de fond. C'est là-dessus qu'on rassemblera les Français, et notamment les gauches. Arnaud Montebourg, au Parti communiste notamment, mais pas seulement au Parti communiste. Il y a des gens qui disent, Arnaud Montebourg est bien sympathique, mais enfin quand même, il a voté à Hollande en 2012, c'était une erreur. Il a fait en sorte que Manuel Valls soit Premier ministre, c'était une autre erreur. Écoutez, j'assume parfaitement la première, et d'ailleurs c'est moi-même qui ai employé le mot d'erreur. La deuxième, excusez-moi, je ne suis pas l'homme qui nomme le Premier ministre, je ne l'ai jamais été. Vous avez un peu poussé quand même. Non, on est venu me voir, j'ai dit, écoutez, il faut d'abord qu'on parle économie, parce qu'il était ministre de l'Intérieur. Donc on a parlé économie, M. Valls a pris un certain nombre d'engagements qui d'ailleurs n'a pas respecté très longtemps. En l'occurrence, c'est François Hollande. C'est François Hollande, le président de la République. C'est lui qui nomme le Premier ministre. On est venu c'est un peu tout le monde, Monsieur Le Drian, Monsieur Fabius, on dit il faudrait quand même que on voit si ça peut marcher. J'ai dit écoutez, moi de toute façon c'est pas moi qui vais être le Premier ministre, ça m'étonnerait. J'aurais pu aussi faire œuvre de candidature, nous aurions pu faire un appel d'offres. Ça n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que les orientations politiques de ce quinquennat étaient des orientations excessivement libérales. Je me suis battu de l'intérieur pour les infléchir, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fatalité à commettre les mêmes erreurs que celles qui avaient été commises dans le passé. Eh bien, c'est un échec. Alexis Brézet. Une des conséquences de cette décision des communistes d'hier,
de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est que ça va être sans doute beaucoup plus difficile pour lui d'avoir ses signatures pour l'élection présidentielle. Ça vous choquerait qu'il ne les ait pas ? Écoutez, ça m'est très difficile de me prononcer sur finalement les choix d'autres candidats. Non, mais le fait que Jean-Luc Mélenchon possiblement n'est pas ses signatures. Mais le fait que je dise telle ou telle chose n'aura aucune conséquence. Je lui souhaite d'être candidat s'il le souhaite, je lui souhaite d'avoir ses signatures s'il le souhaite. Je vais vous dire, j'ai beaucoup d'estime pour Jean-Luc Mélenchon, son intellect. Vous avez dit sa vision républicaine. Je considère qu'il s'est engagé dans un processus d'ultra-radicalité qui a conduit à son isolement. Je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fait-on pour bâtir une stratégie gagnante. Elle est possible en 2017. Vous aurez besoin de lui à un moment donné pour rassembler toutes les gauches, de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au Parti Socialiste. Emmanuel Macron, j'ai du mal à me prononcer parce que j'arrive pas à savoir qui est ce monsieur X. Il dit qu'il est ni gauche ni droite et je n'ai pas de proposition encore qui sont sur la table de la discussion politique. Il y a un monsieur X qui avait fait 5%, c'était Gaston Defferre en 1969. C'est vrai, ça dit beaucoup de choses. Monsieur X, quand on ne se définit pas, il est très difficile de convaincre les électeurs. Oui, mais vous avez dit pour Macron, on aura toujours le temps de parler après. Ça veut dire que vous n'excluez pas aussi un accord avec Mélenchon d'un côté et Macron de l'autre ? Écoutez, je crois que nous pouvons rassembler les électeurs, les Français, les forces politiques qui aujourd'hui se reconnaissent dans le progressisme. Alors il va falloir en discuter parce qu'il y a des désaccords qui sont extrêmement et des fractures qui sont ouvertes, qui ont été laissées par le quinquennat de François Hollande. La déchéance de nationalité, la loi travail, l'abandon des ouvriers de Florange, la politique d'austérité, tous ces éléments-là sont aujourd'hui finalement des éléments de division du camp de la gauche. Donc le travail que je me propose de faire, c'est de rassembler sur des propositions innovantes et nouvelles. Il n'y aura pas de flou dans votre programme pour rassembler la gauche. Je pense qu'on ne peut pas se permettre la moindre ambiguïté. Et tout le travail de sincérité que je fais, d'authenticité. Vous savez que quand j'ai quitté le gouvernement, j'ai commencé à me reconvertir. Je suis allé travailler en entreprise. Il n'était pas prévu que je reprenne finalement le chemin de l'action politique de premier plan. Et donc, si j'ai décidé de le faire, c'est parce qu'il y a une responsabilité des dirigeants politiques, ceux qui peuvent faire quelque chose, pour rassembler le pays. Et nous ne sommes pas si nombreux à pouvoir rassembler les forces de gauche. Rassembler les forces de gauche. Rassembler les forces de gauche. Mais en même temps, vous avez dit, si c'est François Hollande qui gagne la primaire, je dirais ok, il a gagné, mais je ne ferai pas campagne pour lui. Donc vous acceptez dès le départ qu'il y a une gauche, une partie de la gauche qui pourrait choisir François Hollande avec laquelle vous ne pouvez pas faire accord. Donc le rassemblement, il est quand même restreint. Je n'ai pas dit ça. Accepter un résultat, faire en sorte que finalement les lois, la loyauté des règles de la primaire s'applique. C'est ce que j'ai décidé je de retournerai à faire. la campagne m'occuper de mon jardin. C'est pas super enthousiaste. Mais écoutez, je l'ai déjà fait en 2011. J'ai fait le chauffeur de salle des premières parties. Vous voyez où ça m'a mené. Donc tout cela n'a pas de sens. D'ailleurs, vous devriez interroger le président de la République. Ça veut dire, pardon, Monsieur Mazolle, non. Monsieur Mazolle, laissez-moi terminer mon petit raisonnement. Vous devriez interroger le président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire si je suis désigné et qu'il décide de se présenter? Il doit partir tout de suite. Est-ce qu'il va chauffer la salle en première partie? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il doit partir tout de suite si vous êtes gagnant? Parce que pendant 4 mois, qu'est-ce qu'il va faire? Une première historique et ça l'affaiblit considérablement. Est-ce qu'il ne devrait pas faire comme le pape précédent, Benoît VI, là, ou 16, je sais plus combien, pardon, voilà, partir en disant, écoutez, bon, bah voilà, je ne sers plus à rien, je m'en vais. Écoutez, je ne sais pas. Vous lui demanderez. Moi, je peux vous parler de ce que je compte faire, parce que c'était votre question. Ce que je sais, c'est que j'ai une conception minimaliste, c'est vrai, de ma position dans la primaire et de l'application des règles. La dernière fois, j'avais une conception maximaliste. Entre-temps, nous avons eu quelques déceptions, et vous me permettrez d'avoir ce compte à moi, mais je ne serai pas... C'est pas une gauche amputée. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train d'admettre ce qu'ont dit Manuel Valls et Emmanuel Macron, qu'il y a des gauches qui sont irréconciliables? Alors, cette théorie-là me paraît fausse. Bah, si Hollande, vous le il suffit, je vais vous dire pourquoi elle me paraît fausse, parce qu'il suffit d'être fidèle à ses valeurs, d'être fidèle à ses convictions, partagées selon une tradition d'ailleurs
qui dépasse plus d'un siècle. Le Parti socialiste, maintenant, a plus d'un siècle. C'est une tradition fondamentale dans notre pays. Et elle n'a aucune raison, d'ailleurs, de s'affaiblir. Elle ne s'affaiblit que lorsqu'on la piétine soi-même. Sur François Hollande et la forfaiture, peut-être? Oui, c'est un autre sujet, mais c'est un peu lié. Il y a eu ce livre, Un président ne devrait pas dire ça, dans lequel François Hollande a parlé de plusieurs choses, notamment les opérations d'homicide ciblés et également le rôle de la France sur Raqqa. Certains députés de l'opposition estiment qu'il faudrait déclencher l'article 68 de la Constitution pour manquement à ses devoirs. Vous êtes un spécialiste de droit constitutionnel. Est-ce que vous estimez que le président a manqué à ses devoirs? Je m'étonne que, puisqu'il l'évoque, il ne le fasse pas. Ils essayent. Qu'il ne le fasse pas. Vous le feriez? Une chose est certaine, vous le feriez? c'est que si j'étais le président de la République, je n'appuierais pas sur le haut-parleur du téléphone pour faire assister à deux journalistes, tout aussi sérieux soient-ils, une conversation diplomatique qui engage la France. Voilà. Je pense d'ailleurs que une présidence doit être sérieuse, construite, et elle doit avoir sa part de réserve. Ce n'est pas le cas. J'ai compris que tel n'avait pas été le cas. Donc si j'avais été, ou si j'étais le président de la République des Français, ce type d'attitude serait proscrite de mon propre comportement. Et on va parler dans un instant du mode de gouvernement que vous envisagez, si vous êtes président de la République, mais tout de même, si on fait la comparaison avec les États-Unis, on voit qu'à l'heure actuelle, Hillary Clinton a quelques problèmes au sujet de mails qui touchent au secret d'État et qu'elle aurait envoyé sur son compte personnel. Elle peut être poursuivie pour cela. Est-ce qu'il y a un manquement dans la Constitution française pour justement poursuivre le président de la République s'il se livre à ce genre de manquement? Je n'ai pas étudié la question sous l'angle juridique. Pour une raison simple. Vous êtes un spécialiste pourtant. Oui, c'est vrai. Mais pour une raison simple, c'est que pour moi, c'est une question politique dont nous débattrons certainement. Alors, sur le plan politique, est-ce que vous trouveriez normal qu'il y ait une enquête pour savoir si François Hollande... Voire une procédure de destitution. Mais là, vous me reparlez de procédure. Moi, je pense que cette question, elle se débat politiquement et je viens de vous répondre politiquement. Ce que j'aurais fait à sa place ou ce que je ferais s'il m'était donné par les millions de Français qui m'avaient fait confiance de présider notre pays. D'accord. Vous l'avez jugé sans procès. Un mot peut-être de Manuel Valls. Vous lui dites sois candidat à la primaire puisque tu es en colère, puisque tu as honte de François Hollande, sois candidat. Finalement, vous préférez affronter Valls que Hollande? Je n'ai pas de préférence. J'ai dit dans mon discours de déclaration de candidature à Frangy-en-Bresse que la réflexion que devait engager le président de la République devrait le conduire à renoncer à se présenter. En raison des renoncements, des reniements qui ont été... Il n'a pas l'air parti pour renoncer, là. Je l'ignore. Je ne suis pas lecteur du marc de café de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Vous êtes bien plus qualifié que moi à cet égard. Je dis simplement, si le Premier ministre n'est pas d'accord avec le président de la République, n'a pas d'autre solution dans la Ve République que de partir et de s'exprimer librement. Et pourquoi il le fait pas alors? Eh bien, vous lui demanderez. Si vous croyez pouvoir gagner la présidentielle, si vous gagnez la primaire socialiste, y compris contre Alain Juppé, qui est en pointe actuellement? Vous savez, je fais l'analyse d'abord que le pays ne soutiendra pas un programme d'austérité amplifié de la nature de celui que propose M. Juppé ou d'ailleurs ses confrères de la primaire de droite. C'est ce que dit François Hollande d'ailleurs, exactement. Je pense que les années qui viennent de s'écouler, les 10 années très dures qui viennent de s'écouler, qui n'ont produit aucun résultat. L'austérité fiscale, budgétaire, n'a produit aucune espèce de résultat. Et la zone euro, comme d'ailleurs la France, est un îlot de prolongation artificielle de la crise, d'enlisement dans la crise, quand le reste du monde est sorti depuis plusieurs années de la crise, avec des taux de croissance, des chutes du chômage. On va parler de tout ça parce que vous avez des propositions sur ce sujet. Par ailleurs, le renouvellement des idées de la droite, je l'attends toujours. J'ai l'impression, en écoutant Alain Juppé, d'être en 1986. Mais justement, 1995. Justement, j'ai l'impression finalement que la droite est tombée dans le Arnaud Montebourg, vous avez été connu des Français, tout d'abord parce que vous êtes attaqué à la mairie de Paris, Chirac, Juppé. Si vous vous retrouviez en face d'Alain Juppé à la présidentielle, ça va vous rappeler des souvenirs, non? Ça me rajeunira. Car j'avais 30 ans lorsqu'il était Premier ministre. J'en ai 54. Vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, le renouvellement des idées, des projets,
des hommes et des femmes dans ce pays est quand même problématique. Justement, voilà ce que ça me vous rappellera ma jeunesse. Vous remetteriez cet épisode sur le tapis, la mairie de Paris? Je crois que d'autres s'en chargeront mieux que moi. Justement. Pourquoi dites-vous que si Juppé gagne, c'est l'assurance d'avoir Marine Le Pen 5 ans après? Vous pourriez dire que c'est l'assurance d'avoir les socialistes, parce qu'après tout, s'ils mènent l'horrible politique que vous dites, on pourrait dire que ça va remobiliser la gauche. Vous n'y croyez plus? Je vais vous dire pourquoi. L'assurance que ce sera Madame Le Pen, c'est parce que la politique de la gauche sous François Hollande est une politique d'austérité que j'ai combattue de l'intérieur, sans parvenir à convaincre. Et la politique de M. Juppé sera la poursuite de cette politique et amplifiée en la gauche puissance. peut pas se refaire en 5 ans. Amplifiée en puissance, et que la conséquence de tout ça, après que des électeurs de la gauche soient passés sous la bannière de la famille Le Pen et du Front National, parce que c'est ce qui s'est passé, eh bien ce seront les électeurs de droite qui cette fois-ci donneront la victoire à Madame Le Pen. Pourquoi? Parce qu'il y a le sentiment que la France est gouvernée par ce que j'appelle les oligarques. Vous savez, cette oligarchie d'énarques qui finalement peuple à la fois le personnel politique comme la haute administration, Bruxelles, et finalement construit ce que moi j'appelle les fabricants du TINA. There is no alternative. C'est toujours la même politique. On peut voter, mais ça ne sert donc à rien. Et c'est bien ce sentiment de rébellion auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans les entrailles du pays. Chez chez les Français, les électeurs, ils disent c'est la même politique. Pas seulement en France, on le voit aussi aux États-Unis avec le phénomène Trump. Mais bon, on en arrive à votre projet. Mais tout d'abord, je voudrais savoir quelle importance vous accordez à la politique. Parce que vous avez une phrase que j'ai vue, c'était en novembre 2014. L'économie est devenue plus forte que la politique parce qu'elle s'intéresse à la société. Ça veut dire que c'est dans l'économie qu'il faut aller trouver les recettes qui permettent de répondre aux attentes de la société? Les recettes, si on considère que c'est de la cuisine, je ne dirais pas des recettes. Je dirais qu'il y a des idées. Il y a des phénomènes, des engagements. Pour moi, et d'ailleurs je défends l'innovation sociétale, n'est pas que dans l'économie. Elle est dans le numérique, dans l'innovation sociale, dans l'innovation politique au quotidien, associative, coopérative. Vous voyez, vous pouvez la vous société, avec Emmanuel Macron, vous parlez comme lui. La société est en mouvement considérable, et ma stratégie dans cette campagne est de faire en sorte que la vague du changement par le bas submerge l'institution du haut. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on se retrouve dans une situation où le changement espéré qui venait du haut n'est pas venu, et j'espère finalement mettre au pouvoir un changement venu du bas. Et aujourd'hui, vous avez dans la société des jeunes, des retraités, des actifs, des cadres licenciés qui réinventent leur vie tous les jours. Ils n'ont jamais droit ni à la parole, ni d'ailleurs à l'exemplarité. On va vous appeler Emmanuel Macron ou Arnaud Macron ou bien Emmanuel Montebourg. Écoutez, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je fais des propositions parfaitement concrètes qui s'inscrivent d'ailleurs dans une sorte de contre-culture qui existe dans la société française. Lorsque j'ai défendu la 6ème République il y a 15 ans, la 6ème République, c'était quoi? C'était faire entrer finalement des contre-pouvoirs dans le système politique. Aujourd'hui, quels sont ces contre-pouvoirs? C'est les citoyens. Et ce que je veux faire, c'est faire entrer dans le système politique des intrus. Et qui sont ces intrus aujourd'hui? Ce sont les citoyens qui n'ont jamais droit à la parole. Justement, votre mode de fonctionnement du pouvoir, si vous êtes élu président de la République, Alexis Brézé. Oui, vous voulez donc faire un référendum dès votre élection pour revoir considérablement les institutions, notamment pour réduire les pouvoirs du président de la République, pour faire en sorte que les ministres puissent être finalement virés par les députés un par un, ce serait pas le gouvernement qui tomberait. Destitués par le Parlement. Très bien. Mieux que virés par les Très députés. Bien. Et interdire le 49.3. Mais si vous avez ça, un président qui a moins de pouvoir, des ministres qui sont instables, et plus de 49.3 pour faire voter les lois. Les chrysanthèmes. Excusez-moi, monsieur Brézé. On revient à la 4ème République. Votre 6ème République, c'est la 4ème République. Excusez-moi, monsieur Brézé. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministères sont instables? On n'a jamais vu autant d'instabilité ministérielle. C'est le tourniquet en permanence. Ça serait pire si... Et pire, comme ils retournent avec leur siège au Parlement, c'est pas grave. On va au gouvernement, on reste 6 mois, on s'en va. Regardez le nombre de ministres de l'Environnement qu'il y a eu sous ce quinquennat. Regardez sous le quinquennat précédent. C'est le tourniquet ministériel. Et vous me parlez d'instabilité de la 4ème République, mais l'instabilité, elle est dans la 5e République. Vous, président, vous feriez quoi si... je vais vous le dire, ce que je ferais. Si c'est gentil de me le demander, parce que j'ai plein d'idées à l'exposer. C'était ça la question d'Alexis, c'est-à-dire que si... D'abord, le 49.3, nous n'en avons pas besoin.
sauf en matière budgétaire. Donc pourquoi le budget est-il parce que ça assure la continuité, la paye des fonctionnaires, le fonctionnement budgétaire. Vous savez, ça s'appelle. Il y a eu le shutdown, puisque le Congrès américain, dans la politique américaine, avait bloqué le financement par l'exécutif de son administration. Donc, je considère qu'un 49.3, s'agissant du budget, est nécessaire. En plus, c'est l'acte politique majeur, donc on le maintient. Donc, vous voyez que la proposition telle que vous la présentiez était un peu déformée. Deuxièmement, pourquoi on n'en a pas besoin? Parce que pour moi, une présidence est une présidence de la République que je veux fonder, nouvelle. C'est une présidence tempérée et équilibrée par des contre-pouvoirs. Et dans ces contre-pouvoirs, c'est pas une insulte, les contre-pouvoirs. On en a tous besoin. Dans les entreprises, on a besoin de contre-pouvoirs. Vis-à-vis des médias, on a besoin des contre-pouvoirs. Dans les municipalités, on a besoin de contre-pouvoirs. Eh bien, en France, on a besoin de contre-pouvoirs. Vous savez, parce qu'un homme seul qui dirige tout, a toutes les chances de se tromper en tout. Même s'il est très doué. Ça ne risque pas de... Et je ne considère pas, puisque je suis postulant à la magistrature suprême, que je ne me tromperai jamais. Donc moi j'ai besoin, c'est vrai, d'un Parlement plus fort. Pas tout puissant comme dans la 4ème République, plus fort. J'ai besoin que des citoyens, par exemple, je veux qu'ils soient tirés au sort au sein du Sénat pour contrôler le gouvernement, contrôler l'argent public, contrôler les dysfonctionnements des services publics. Ça ne risque pas de bloquer votre action quand même? Je ne crois pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'action unilatérale, verticale, est donc abusive. Pourquoi? Parce que la France, vous savez, si ceux qui sont dans les institutions sont représentatifs, et je crois que les députés et les sénateurs que je veux créer par tirage au sort des citoyens sur les listes électorales, totalement. Sur les listes électorales, sont des gens qui seront représentatifs des citoyens. Mais pardon, ils auront, vous savez, pourquoi des citoyens tirés au sort seraient-ils plus représentatifs que des élus? Vous savez pourquoi? Parce que des citoyens restent des citoyens. Des élus deviennent des élus et oublient ce qu'est la citoyenneté. Pour une raison simple. Le citoyen tiré au sort, au bout d'un moment, il se comportera comme l'élu. Je suis pas sûr, parce que il n'aura pas besoin de se présenter une élection. Il sait que ça ne dure qu'une fois et il prête son temps à la nation. Exactement comme dans les jurys d'assises. Pendant combien de temps? Pendant 6 ans, la durée d'un mandat de sénateur. Et son contrat de travail, s'il travaille dans le privé, on fera comme chez Michelin, il sera suspendu pendant la durée. Ça serait pour la moitié des sénateurs, et l'autre moitié, ça serait les membres du Conseil économique et social, c'est ça? Oui, je voudrais que donc les territoires... il y aurait plus de sénateurs élus, finalement. Vous savez, les sénateurs élus, on en a besoin pour 2 choses. Pour représenter les territoires, et notamment la France rurale qui a besoin d'être représentée. Ça n'a pas empêché d'ailleurs de se désertifier avec un Sénat rural depuis des années. Vous savez, on nous dit il faut que les ruraux soient présents. Mais ils le sont, mais finalement ils ont laissé tout faire. Finalement. Mais dans votre système, précisément cette représentation n'y est plus. Je propose que la société entre dans les institutions, et c'est par le Sénat que je veux faire entrer la société. On retrouve les accents aussi de la campagne de Ségolène Royal en 2006 sur cette démocratie participative. Elle n'avait pas tout à fait tort. J'ai même été son porte-parole. Exactement. Elle n'avait pas tout à fait tort. Porte-parole pendant un moment. J'y suis revenu, mais j'ai fait mon travail, monsieur Mazerolle. Après avoir été puni. D'ailleurs, là, c'est juste une incidente, mais on a le sentiment que vous voulez tellement montrer que vous pouvez être président de la République que vous êtes moins impertinent ou caustique à l'époque où, par exemple, vous disiez de Ségolène Royal, son seul défaut, c'était son compagnon. En l'occurrence, caustique, je ne le suis pas moins à votre égard, monsieur Mazerolle. Je voudrais juste vous dire, moi, je considère qu'on ne peut pas tricher dans une élection présidentielle. Donc moi, je présente la vérité d'un homme. Enthousiasme, si possible créatif et innovant, et en même temps sérieux et robuste. Pourquoi? Parce que nous construisons un projet de rassemblement des Français et un projet pour transformer le pays. Nous inventons la nouvelle France. Alors. Et par ailleurs, je fais une chose, ça vous a peut-être échappé parce que vous ne venez pas encore dans mes meetings, mais je vais vous y attraire. Nous construisons avec les Français le projet. Oui, l'ironie revient, c'est bien. Ça y est, vous me cherchez, vous l'obtenez. Voilà. Vous voyez qu'elle est là. Elle est là, elle est bien là. Mais on ne fait pas, on ne construit pas, on ne reconstruit pas un pays qui a été meurtri. Dans une période difficile pour notre pays, qui a été abîmé par 10 années d'austérité, ravagé dans certains territoires. Il faut les vivre quand même, ces territoires. Le mien en fait partie. Je dois vous dire que on ne le fait pas avec de l'ironie. On le fait avec des propositions, du sérieux. Voilà. Alors, et par ailleurs de la sincérité. Les propositions, donc un président qui aurait moins de pouvoir. Septennat non renouvelable. Septennat non renouvelable. Mais pourquoi le septennat non renouvelable? Excusez-moi, monsieur Mazerolle. C'est pourquoi? Parce qu'on passe notre temps en élection. D'accord. Maintenant, avec les primaires, on a 3 ans et demi de travail. Et puis le reste du temps, on discute de qui, quoi, comment, tout le temps d'ailleurs. Et c'est insupportable. Alors, je voudrais finir ma question. Donc le septennat, en plus, permettra la désaccordance entre
le moment législatif et le moment présidentiel. Ce qui permettra de construire des compromis politiques. Dans quelle mesure moins de pouvoir? François Hollande, par exemple, récemment, a expliqué que les institutions de la Ve République étaient très précieuses, tout simplement parce qu'elles permettent au président de prendre des décisions rapidement dans les moments les plus difficiles. Il faisait allusion notamment à l'intervention au Mali ou bien à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez ça aussi? Est-ce qu'il faut que le président puisse avoir quand même un pouvoir discrétionnaire dans certains domaines? C'est une singularité mondiale. Le président des États-Unis est obligé de demander l'autorisation au Congrès. Le Premier ministre britannique est obligé de demander l'autorisation à son Parlement. C'est une singularité mondiale qui peut amener parfois à des écarts. Donc moi je ne trouve pas absurde que dans le cadre du domaine dit réservé, on puisse construire un contre-pouvoir parlementaire. Il peut même siéger de façon secrète, organiser la discussion autour et la collégialité autour d'une décision aussi importante. Le pouvoir discrétionnaire auquel je ne toucherai pas, c'est le pouvoir de la dissuasion nucléaire. Nous sommes une nation nucléaire et nous avons la possibilité de nous défendre. Et nous avons ce choix dans une période où les menaces ne diminuent pas du monde vis-à-vis de notre pays et de notre continent européen. Je dois vous dire que ça, c'est le pouvoir discrétionnaire et qu'il est structurel de la dissuasion. Et le pouvoir discrétionnaire qui fait que le président de la République peut ordonner d'assassiner un ennemi de la France, vous le garderiez ou pas? Je trouve qu'il est fâcheux que ce type de questions viennent au devant de la scène. Vous me permettrez de garder la réserve à la question que vous me posez. Le spoil system, peut-être? Oui, c'est une des autres mesures que vous prévoyez, c'est que les directeurs d'administration centrale changent quand le ministre change, à chaque changement de ministre. J'ai pas dit change. Ils présentent leur démission. Pourquoi? Parce que je défends le primat du politique. La politique plus forte que l'administration. Vous savez ce que c'est qu'un directeur? La neutralité de l'administration? Nullement. Voilà. L'administration, elle défend ses intérêts. Vous êtes ses intérêts intellectuels, ses intérêts corporatifs. Vous l'avez prouvé, ça? Je le sais. J'ai été 2 ans et demi à Bercy, j'en sais quelque chose. Enfin, je veux dire, il est inadmissible que un directeur d'administration centrale qui, par ailleurs, trouve toujours le moyen d'aller pantoufler dans telle banque ou telle compagnie, fasse la leçon au ministre en lui expliquant ce qui est possible et pas possible. Tout est possible pour lui-même, mais rien pour le ministre. Ça suffit. Donc je suis pour le démantèlement des grands corps, l'inspection des finances notamment, mais pas que, et je suis pour que nous organisions la fin des privilèges pour ces corps, tel poste réservé à la préfectorale, tel poste réservé au Conseil d'État, et puis quoi encore? Je suis pour qu'on recrute dans la société des directeurs d'administration centrale, des syndicalistes, des entrepreneurs, des industriels, des journalistes. C'est pas mal, non? Il faut maintenant construire. Il faut faire entrer la France, les Français, dans leur système décisionnaire. Oui, c'est ce qui se faisait à Athènes, hein, le tirage au sort. Je vous remercie, Monsieur Mazerolle, de noter que ceux qui ont inventé la démocratie avaient tout inventé. Je n'invente rien. C'est pas retour. C'est le siècle de Périclès. C'est 5 siècles avant notre ère. Vous voyez que nous avons beaucoup à apprendre. Bon, donc, dans le domaine démocratique, vous regardez en arrière. Dans le domaine économique, vous voulez regarder résolument vers l'avant avec les nouvelles technologies, le numérique, etc. On va parler de vos propositions économiques après l'interruption pour les informations. Suite du grand jury RTL Le Figaro FCI. Invité aujourd'hui, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, candidat à la primaire organisée par le Parti socialiste. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Arnaud Montebourg, votre projet, vous le placez sous la bannière du patriotisme économique. C'est-à-dire, achetons français, produisons français. Il se heurte, ce projet, peut-être à un problème, c'est que nous sommes tous à la fois consommateurs et salariés. Pas tous, mais enfin beaucoup, en tout cas. Et il y a une contradiction totale entre les deux. Le consommateur, il veut acheter le moins cher possible, donc il se moque pas mal de savoir d'où ça vient. Et le salarié, il veut gagner sa vie du mieux possible. Et donc, il voudrait effectivement que le consommateur n'achète que français. Comment vous conciliez les deux? Les Français ont résolu cette contradiction. Dans toutes les enquêtes d'opinion, ils se déclarent prêts à acheter français en priorité. Il le faut pas forcément. Pourvu qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent. Et surtout, ce qui est intéressant, contrairement à l'idée reçue, le Made in France n'est pas plus cher.
D'ailleurs, regardez, les voitures allemandes sont toutes plus chères que les voitures françaises. Bon, vous avez fait imprimer votre livre en Italie, vous, le retour de la France, a été imprimé en Italie. Oui, enfin, c'est pas très malin de la part de Flammarion. Pour moi, c'est une évidence. Mais pour eux, à l'évidence, ça ne l'était pas. Donc, je leur ai passé le savon. Mais ils le font parce que c'est moins cher. On est au cœur du sujet. Ils ne le font pas par plaisir. Je ne crois pas que ce soit moins cher entre l'Italie et la France. Vous le savez parfaitement. Ce que je sais, c'est que le Made in France est parfaitement compétitif. D'ailleurs, tout l'agroalimentaire. Je vous rappelle que le patron de Toyota Europe, Monsieur Leroy, a déclaré dans vos pages du Figaro, a déclaré: on peut tout produire en France. D'ailleurs, Toyota a choisi la France il y a maintenant une vingtaine d'années, et nous sommes très contents, et nous augmentons notre production à Valenciennes de fabrication d'automobiles, et nous exportons vers les États-Unis des Toyota. Pourquoi Renault a relocalisé? D'ailleurs, c'est sous mon égide qu'on avait négocié un pacte de compétitivité avec les syndicats majoritaires, y compris Force ouvrière avait signé l'accord. On a relocalisé plusieurs centaines de milliers de véhicules sur les chaînes françaises et sous les marques Nissan, sous les marques Daimler et sous les marques Fiat. C'est donc la démonstration que nous sommes compétitifs. Donc le Made in France, ça marche. Et je vais vous dire, grâce à la révolution numérique, vous avez de plus en plus de renaissance dans le textile, le cuir, dans des secteurs qui ont été ravagés par la mondialisation asiatique. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de producteurs qui arrivent à se rémunérer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de changer de modèle. Ils abandonnent la façon dont la grande distribution, ou la petite d'ailleurs, se gave de marges excessives, et ils respectent, payent le prix du travail du producteur français. C'est donc une bonne politique que le patriotisme économique et le Made in France. Autre méthode, vous voulez imposer la fin de l'austérité. La fin de l'austérité, ça passe évidemment par les investissements, comment vous faites, et on va en parler dans un instant, mais ça passe aussi par la fiscalité. Par la relance de la consommation, avec la baisse des impôts que vous promettez aux classes moyennes et populaires. Alors, est-ce que vous pourriez préciser à qui vous pensez, quelles sont les classes moyennes et populaires? On sait déjà que près de la moitié des foyers fiscaux français ne payent pas d'impôts sur le revenu. Donc comment on leur redonne du pouvoir d'achat? Et quel rythme? Mais d'abord, ils payent d'autres impôts. J'ai parlé de l'impôt sur le revenu. Monsieur Jacques-Cuisine. Donc comment on fait Il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. Non, mais c'est pas l'alpha et l'oméga des comment politiques vous fiscales. Je rappelle qu'ils payent la CSG. Vous allez baisser par exemple, la CSG, la TVA? Eh bien, ma proposition, d'abord, pourquoi je m'intéresse au pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires? Mais c'est qui d'abord les classes moyennes? C'est la France. Je vais vous dire, c'est la France qui bosse dur. C'est les fins de mois difficiles. Avant, elles étaient au 20, maintenant elles sont au 15. Non, on va vous dire, c'est quel niveau de revenu, voilà. Je ne pourrais pas entrer dans ces détails parce que nous n'avons pas finalisé le financement de l'ensemble du programme, ce qui n'est pas terminé. Ce programme, nous continuons à le fabriquer avec les Français. Mais concrètement, je peux vous donner les orientations. Quels impôts vous allez baisser pour ça? Je propose, pour ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu et qui ont été quand même mis à l'amende, ils ont payé le prix de la crise, enfin la crise financière, alors dans laquelle ils n'ont aucune espèce de responsabilité. Ceux qui finalement n'ont que leur travail pour vivre. Alors, pour moi, c'est eux qui sont concernés. CSG. Donc vous baissez la CSG. Je baisse la CSG pour la rendre progressive, alors qu'elle est aujourd'hui proportionnelle. Vous gagnez 10 000 euros ou 1 000 euros. Si vous êtes une femme, par exemple, seule, vous élevez vos enfants seule. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation en France, à cause de la décohabitation, des ruptures, et vous gagnez 800 euros parce que vous faites 20 heures dans un supermarché, comme caissière ou manutentionnaire. 800 euros, vous avez aujourd'hui des problèmes de pouvoir d'achat et de fin de mois très durs. Et je dois vous dire que ces catégories socio-professionnelles sont les oubliés du quinquennat, des 2 quinquennats qui viennent de s'écouler. C'est eux qui ont été mis à l'amende pour payer cette femme. Ça lui fait combien d'argent en plus chaque mois? Je dirais que sur un an, notre projet est de mettre 5 milliards dans la baisse de la CSG, sur les catégories les plus dont les revenus sont les plus faibles, et nous pouvons espérer environ entre 6 et 800 euros de gain de pouvoir d'achat annuel. Ce n'est pas le nirvana, mais c'est un effort qui nous permet de redonner de l'oxygène. Simplement avec la CSG. Avec la CSG, ce qui peut nous permettre de redonner du pouvoir d'achat à la source, sur la feuille de paie, pour des Français qui, franchement, travaillent dur et ne sont guère écoutés par le système politique. Ils sont aussi les oubliés de l'économie, les oubliés de l'économie et de la politique. Et vous baissez aussi l'impôt sur le revenu? Parce que vous avez parlé de 10 milliards de baisse d'impôts, je crois. Pour l'instant, je me concentre sur l'affaire de la CSG. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le vrai projet de relance de l'économie passe d'abord
par l'investissement. Oui, attendez. Je voudrais vous dire pourquoi. Non, mais attendez, l'investissement, Oui. on y vient vraiment dans une seconde. Simplement, une dernière précision. Vous dites aussi que vous ne voulez plus que la sécurité sociale pèse sur le travail. Comment vous financez ? Nous avons, vous savez, un problème dans notre pays, c'est que l'emploi, le travail, les salaires payent exclusivement la sécurité sociale. Et donc, TVA sociale non, je ne dirais pas ça. montez La TVA déjà très haute, elle porterait sur les salaires les plus faibles. Pour moi, nous avons un seul problème, c'est qu'on est dans une situation où le nombre de personnes qui cotisent s'est rétréci. Et donc, la seule stratégie pour aujourd'hui réussir à diminuer les cotisations qui pèsent sur le travail, l'emploi, les salaires, c'est d'augmenter le nombre de cotisants. Oui. Donc, c'est de remettre en mouvement l'économie. Mais donc, ça va être lent. Il n'y a pas de transfert de financement. Donc, ça va pas être une baisse immédiate, ça va être lent. Exact. Oh, lent. Il suffit de changer de politique. Non, d'accord. Les Américains, les Anglais même, tous les Japonais ont fait ça. Les Australiens ont fait ça. D'ailleurs, il y a des gouvernements conservateurs. Avec les petits boulots et peu rémunérés. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ne confondez pas tout. Je ne vous demande pas de transposer le modèle de tel pays sur la France. La France a ses singularités, ses particularités. En revanche, le fait que c'est une évidence pour tout le monde que quand on a un surcroît d'activité, on rembourse mieux ses dettes, on peut faire baisser les impôts et de façon plus générale diminuer le fardeau fiscal sur les épaules de l'investissement, on en parlait, vous dites c'est la clé notamment, pour revenir au plein emploi, et vous dites c'est la clé notamment l'investissement en direction des PME. Exactement. C'est le centre de votre programme, on est d'accord. Et donc une des mesures centrales, c'est de dire que 10 à 20% de l'épargne française ira obligatoirement vers les PME. Alors, première question, c'est comment on fait pour rendre cette orientation obligatoire? Et deuxièmement, est-ce que vous ne faites pas prendre un risque finalement aux épargnants? Parce que investir dans une PME, c'est sans doute plus risqué que d'investir dans une grande entreprise ou dans d'autres produits. Alors, pour soutenir les PME, je propose deux choses. 80% de la commande publique à destination des PME made in France. Les Allemands sont à 50 avec les mêmes lois. Donc nous pouvons le faire, nous on est à peine à 25, donc c'est quand même 100 milliards d'argent public, donc nos impôts, que nous pourrions destiner à l'appareil productif français. Ça s'appelle un peu de patriotisme économique. J'ai expliqué les modalités pour le faire en réduisant le nombre d'achats. C'est l'activité des PME, c'est pas l'investissement public, ça. C'est la commande publique, c'est l'investissement public. On ne sera pas taper les doigts par Bruxelles. Non, parce qu'on va le faire à loi constante. Et je peux vous expliquer, ça prendra un peu de temps, je pense qu'on peut se consacrer. Ceux qui veulent s'y intéresser se reporteront sur leprojetfrance.fr où nous expliquons tout ça. Deuxième mesure, diriger 10% au minimum des encours de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est notre trésor, c'est nos fonds de pension. Nous avons 1500 milliards d'encours vers les PME, alors qu'aujourd'hui, à rendement très décroissant, presque nul, les compagnies d'assurance qui collectent l'assurance vie le placent dans des obligations d'État, d'ailleurs rémunérées négativement. Parce que c'est plus sûr. Oui, mais et que leurs épargnants veulent de la sécurité. Mais est-ce que je peux vous parler d'une expérience qui a lieu aujourd'hui, par exemple, sous l'égide de Monsieur le Président Gérard Beckerman, président de l'AFER. Il a décidé de mettre 1 milliard sur les PME. Il a dit, vous voulez du rendement parce que vos placements ne sont pas suffisamment rémunérés? C'est de l'argent quand même liquide. Et c'est généralement des petits épargnants qui sont à l'affaire. Mais c'est le risque. Ils disent, vous allez prendre un petit peu plus de risques et nous allons le maîtriser avec vous. Vous savez, pour moi, c'est pas un risque de soutenir les PME. Moi qui travaille, qui n'ont pas fait la traversée du désert, mais la traversée de l'économie française, travaillons beaucoup avec des PME, je peux vous dire, c'est là que se trouvent les emplois, le développement des territoires et la richesse future de notre nation. Donc c'est là que nous devons mettre nos ressources plutôt que des fonds d'investissement qui sont dans le 8e arrondissement, qui connaissent rien de la France et des territoires et des PME enracinées sur les territoires. Eh bien, intéressons-nous à notre tissu productif véritable. Je lance d'ailleurs, je vais vous dire, ce n'est pas pour rien que aujourd'hui des petits patrons de PME rejoignent ma campagne. Monsieur Chafnit, qui était vice-président de Valeo, à l'époque, on n'avait pas encore cette taille. Directeur général d'Ascométal a dit, moi, je veux fédérer des entrepreneurs autour de vous, Monsieur Montebourg, parce que je me souviens de ce que vous avez fait pour les petites boîtes dans ce pays. Donc, c'est ça que nous devons faire, c'est soutenir la petite entreprise. C'est le trésor national de notre pays. Christophe Jacobicine. On va parler d'emploi aussi. Votre objectif, c'est le plein emploi. Et alors, tout à l'heure, on a entendu votre plaidoyer en faveur de la nouvelle économie. Vous voulez aussi mettre en place le télétravail. Est-ce que vous dites aux Français, au fond, et puis tout à l'heure, Olivier disait que les modèles que vous citiez, il y avait beaucoup de petits boulots. Est-ce que vous vous dites aux Français, il faudra
s'habituer à ne plus être forcément dans un CDI et dans un emploi, par exemple, stable comme on les connaît aujourd'hui. Mais écoutez, monsieur Jacubizine, aujourd'hui, 85%, presque 90% des embauches se font de façon précaire. Les Français, ils vivent ça tous les jours. On nous dit, le marché du travail n'est pas assez flexible. Oui, mais ils aspirent à la sécurité. Il y a des millions de Français qui perdent leur emploi avec les départs négociés. Donc aujourd'hui la flexibilité elle est partout. Donc il faut l'accepter. Donc on va pas dire aux Français habituez-vous à ce qu'on en ait encore plus. Le sujet c'est est-ce qu'on crée de l'activité, du travail. D'ailleurs, vous savez ce que font les Français? Ils se sont débrouillés tout seuls. Peu importe les formes de travail qu'on va créer. Ils se sont débrouillés tout seuls. Mais ça veut dire ils plus sont de mis à 35 monter heures. leur entreprise, ce que j'ai fait moi-même. Ils sont mis auto-entrepreneurs. Moi, ce que je veux, c'est qu'on n'ait pas les serfs, Ça veut dire les plus- serfs et les tâcherons modernes, comme à l'époque antérieure à l'apparition du Code du travail, à D'accord. l'époque du Code Napoléon, où on faisait Donc, du plus de louage 35 d'ouvrage, heures, plus payé de au 35 lance-pierre. heures, plus d'accords de branche. Mais pourquoi vous en Mais déduisez non, mais je sais ça? pas, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut avoir une explication simple Oui. et nuancée? Est-ce que c'est possible autour de cette table? Donc je vais vous dire ce que je crois. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents de la sécurité qu'on leur offre dans le Code du travail. Et les entrepreneurs ne sont pas contents de la flexibilité qu'on leur offre. Donc il va falloir qu'on trouve un compromis national historique. Lequel? Ben, il faut le chercher. Il existe, il est possible. Pourquoi? Parce qu'on est des gens Mais c'était intelligents pas en un France. peu l'ambition de la loi El Khomri, flexibilité contre la la loi El sécurité. Khomri, excusez-moi. C'était ça l'idée. La loi El Khomri, ça a été finalement tout pour les uns, rien pour les autres. Alors, comment vous le voulez-vous que trouvez, ça le marche? compromis Alors, c'est quoi Comment votre vous trouvez le accord compromis? Comment vous trouvez le Je compromis? pense d'abord qu'il faut accepter la hiérarchie des normes. La loi procède, les branches négocient. Et ensuite, on est en mesure de trouver des solutions dans les PME. Moi, je ne comprends pas pourquoi on mélange les entreprises. C'est comme si on mélangeait finalement, entre les requins et les sardines, on dirait c'est la même chose. Non, une petite sardine, ce n'est pas la même chose et se fait plus facilement pêcher que le gros requin. Donc, en vérité, on a besoin de distinguer. Et c'est tout le problème de notre système juridico-politique qui interdit deux finalement systèmes- la distinction, la Donc, deux systèmes différenciation. juridiques et fiscaux, PME, grande entreprise. Je crois que c'est ce vers quoi Ou bien nous devons. par branche. Mais moi, je vais vous dire, je vais pas faire comme un certain gouvernement qui a inventé le 49.3, qui est passé sur le corps des syndicats. Moi, je suis pas pour ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a besoin, dans une entreprise, on a besoin de salariés et d'actionnaires, de managers, de banquiers. On a besoin de tout le monde. Et pour ça, il faut construire des compromis. Et les compromis, ils peuvent se faire. Vous savez, dans l'aéronautique, c'est une branche prospère. C'est pas la même chose que dans Mais l'automobile. il est C'est pas une branche sûr- convalescente. C'est pas la même chose que dans le numérique. Les patrons de PME sont vent debout contre l'intrusion des syndicats dans leurs entreprises. Bah, écoutez, les patrons de PME sont vent debout. Moi, je sais pas ce que je comprends. Les patrons de PME, ils ont besoin d'interlocuteurs. Ils vont pas passer leur temps à aller négocier le droit du travail tout seuls dans leur petite Le boîte parce qu'ils ont référendum mieux à d'entreprise, faire. c'est pas votre truc. Vous Mais dites, on c'est- peut le faire si certains sont d'accord. Il y en a qui sont d'accord et avec des garanties. Mais il ne s'agit pas de, comme on dirait en anglo-saxon, bypasser, enjamber finalement la représentation syndicale. Moi, je ne suis pas pour. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les syndicats aujourd'hui sont faibles et plus on les affaiblira, plus ce sera difficile de travailler une de vos ensemble. premières tâches, ça serait de faire en sorte que la loi El Khomri soit supprimée pour être Mais différente. c'est une loi qui doit être abrogée. Elle n'a pas réussi à faire un compromis minimal autour d'elle. Donc moi, je vais vous dire une chose. Puisque vous me parlez du Code du travail, moi j'ai demandé à un sénateur qui est proche de moi, qui a rejoint ma campagne, M. Gaëtan Gors, qui d'ailleurs était le rapporteur pour les 35 heures il y a maintenant une vingtaine d'années, qui connaît bien le droit du travail. Je lui ai demandé de travailler à imaginer ce que pourrait être, en accord entre les partenaires sociaux, patronat, syndicats, dans chacune des branches, on va essayer d'éviter d'en avoir 700, on va se limiter à une petite centaine, ce que pourrait être le droit du travail différencié dans les PME, dans chacune des branches. Parce que le droit du travail dans les grands groupes, où il y a quand même des attitudes prédatrices, n'est pas la même chose que dans les PME, où il y a quand même une communauté humaine qui travaille autour d'un même objectif. Vous avez ouvert une nouvelle piste avec le télétravail, c'est-à-dire le travail à domicile, en fait, d'un salarié qui est dans une entreprise, mais qui travaille chez lui pour le compte d'une entreprise. Comment vous concevez ça? C'est possible de le développer vraiment? D'abord, il y a des entreprises qui le pratiquent. Il y a beaucoup de salariés et d'entreprises qui voudraient certainement augmenter ça. D'abord parce que
vous avez 14 millions aujourd'hui de personnes, enfin des dizaines de millions, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais des dizaines de millions de personnes qui aujourd'hui se déplacent chaque jour en prenant leur voiture. Vous avez 4 millions de personnes par jour qui empruntent les transports en commun, avec une moyenne en Île-de-France d'1h30. Donc vous voyez un peu les dégâts considérables sur le bonheur au travail, l'épanouissement, la productivité même. Donc il y a beaucoup finalement de solutions alternatives qui peuvent se trouver. On n'est pas obligé de venir tous les jours au bureau. On peut s'occuper aussi de ses enfants. Et on peut aussi, quand le travail est fait, avoir une vision de l'entreprise où on est sur des résultats et non plus sur le pointage dans le lieu de l'entreprise. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises de services, notamment dans la nouvelle économie, qui pratiquent ce genre de... Mais vous avez parlé d'avantages fiscaux. Oui, je voudrais défiscaliser, inciter pour les entreprises à avoir finalement des salariés qui sont à distance. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire exonérer d'un certain nombre de cotisations sociales, patronales. Vous avez dit qu'on était déjà pas assez nombreux à payer des cotisations sociales tout à l'heure. Oui, mais en même temps, je vais vous dire, on a besoin d'imaginer une France où on ne s'entasse plus dans les métropoles, où on peut imaginer une vie un peu plus urbaine et pourquoi pas rurale. D'ailleurs, c'est le sens que je donne à la création sur le mode de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Je voudrais le faire en milieu rural pour installer là où elle manque la fibre optique, près des moyens de communication, pour permettre à des urbains, ils sont 10 millions en France, à rêver de s'installer ailleurs que dans leur ville, à aller vivre plus loin, différemment et travailler différemment. Est-ce que c'est un projet de société pour la France? C'en est un. Il n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est un bon projet de société pour l'Europe. Un autre projet peut-être pour la France, vous allez nous le dire, c'est l'Europe. Vous êtes très critique sur l'Europe telle qu'elle fonctionne. Je ne suis pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Vous dites c'est l'austérité, l'Europe, et ça ne sert à rien. Vous dites l'Europe est ouverte. C'est pas que ça sert à rien. On ne donne aucun résultat. Non, mais vous dites l'Europe est ouverte à tous les vents. Il faut changer tout ça. Et donc, nous allons décider de changer tout ça. Nous allons décider de changer la politique budgétaire. Nous allons décider de changer les questions d'échange et de libre-échange. Mais comment vous faites pour le décider, vous? Parce que le problème, c'est qu'il y a les Allemands, il y a les Pays-Bas, il y a les Autrichiens, tout un tas de pays qui n'en ont aucune envie. Donc, on se demande dans quelle mesure est-ce que la conséquence de tout ça, c'est de se dire, il faut partir de l'Europe? Je ne sais pas pourquoi vous allez jusque-là, Monsieur Brézé. Mais commençons par le début. Vous allez jusque-là. Mais je n'irai pas jusque-là. Pourquoi? Parce que la France, d'abord, je suis un Européen convaincu. La France a besoin d'unité, d'union et d'unité européenne pour peser dans le monde, mais elle ne peut plus aujourd'hui subir des atteintes à ses intérêts vitaux, auquel finalement l'Union européenne dans sa construction actuelle porte atteinte. Pourquoi vous feriez mieux que François Hollande si vous dites déjà, si vous dites déjà dès le départ, de toute façon, je ne quitterai pas l'Europe, les Allemands, les Autrichiens, tous ceux qui sont pour le libéralisme économique vont se dire après tout, il va gueuler pendant un moment et puis ça passera. Mais nous allons faire une chose qui est étranger finalement aux dirigeants européens, ça s'appelle le rapport de force. Il est inéluctable maintenant, car la France est menacée. Elle est un pays fragilisé et en difficulté économique. Nous ne pouvons plus accepter ce qui s'est passé pendant 10 ans. C'est comme ça. Et donc la France défendra ses intérêts. Je me souviens que le général de Gaulle, inspiré par la politique dite de la chaise vide, avait procédé de la sorte. Il avait bloqué le processus européen. Eh bien, je le ferai avec les alliés qui aujourd'hui sont nombreux. Ah bon? Espagnols, Italiens, Portugais, combien sont-ils à avoir protesté contre la façon dont l'Europe aujourd'hui dysfonctionne? Sur l'austérité obsessionnelle, sur le libre-échange à tout va. L'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Nous sommes dans l'Europe du Nord. Je crois que la Belgique a aussi beaucoup de choses à dire. Vous l'avez noté. Sur le libre-échange, par exemple, qui est une politique stupide de l'Union européenne quand toutes les autres puissances sont ultra-protectionnistes. Nous sommes les naïfs du village mondial, comme dirait Hubert Védrine. Ce qu'un Wallon peut faire, un Français peut le faire. Le Français a le devoir de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes un pays fondateur et nous avons un certain leadership. Nous sommes la deuxième puissance de la zone euro. Nous pouvons donc engager un processus. Madame Merkel diront OK. Elle dira pas OK. Mais l'Europe n'est pas allemande. L'Europe est composite. L'Europe n'est pas allemande. L'Allemagne est européenne. Et donc, la France a des choses à dire et à apporter. Donc, il y aura une discussion sérieuse. Ça va pas être facile. Mais j'invite les Français à me suivre pour que, finalement, le discours du Bourget, qui a été abandonné quelques semaines après avoir été prononcé, finalement, trouve un corps, une consistance.
J'irai fort du mandat des Français, négocier auprès de Madame la chancelière. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu au moins le tenter. Sarkozy l'avait tenté. Allez. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à payer. Je vais vous dire pourquoi. Il n'était pas prêt à payer le prix d'un blocage des institutions européennes. Je suis prêt à payer ce prix. Et les Français aussi avec moi. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Il se passe des choses en Syrie. Christophe Jacobicine. Raqqa, avec le début de la reconquête par les forces coalisées. Est-ce que si vous étiez président, vous auriez vous aussi cet interventionnisme au Mali, en Syrie, en Irak? Est-ce que c'est le rôle de la France? La France est une puissance d'équilibre et de dialogue. Elle n'est pas une puissance impériale et belliqueuse. Elle n'a pas cela dans sa génétique. Et donc, elle a toujours veillé à se tenir au milieu entre les États-Unis et la Russie à l'époque de la guerre froide. Et nous devrions veiller à toujours organiser en quelque sorte le dialogue. Vous êtes trop éloigné de la Russie, par exemple? Je ne dirais pas ça. La Russie pose des problèmes comme les États-Unis d'Amérique en posent. Les États-Unis d'Amérique ont une politique dite néoconservatrice qui a été atténuée par Barack Obama. J'ai été surpris que parfois nous nous retrouvions, comme dit Jean-Pierre Chevènement, un ami et un grand homme d'État, il dit nous sommes retrouvés à l'ouest de l'Ouest, voulant dire que finalement nous étions plus zélés dans le néoconservatisme, nous, Européens, que les Américains eux-mêmes, qui avaient fait le choix de la prudence avec le président Barack Obama. Donc, et donc les opérations extérieures, vous les poursuivriez? De toute façon, maintenant, nous sommes engagés pour détruire Daesh. Il faut détruire Daesh. Nous avons été attaqués, nous devons maintenant procéder. En allant au sol? Les Arabes et les puissances arabes de la région ont la responsabilité. Là, ce sont des Arabes et des Kurdes qui mènent l'offensive. Oui, il y a des avions français. Non, mais je parle de forces terrestres. Oui, en l'occurrence. Je vous réponds. C'est la responsabilité des pays arabes de la région, et s'il est un point sur lequel je me suis déjà amplement prononcé, c'est la nécessité d'organiser la désescalade diplomatique par la diplomatie entre les deux grandes puissances régionales, au milieu desquelles nous devons nous tenir, même esprit politique de dialogue et d'équilibre, Arabie Saoudite et Iran. Et Russie. Ils ont réussi, avec l'ensemble du concert des grandes puissances, ils ont déjà réussi à s'entendre au sein de l'OPEP. Pourquoi ne le pourraient-ils pas pour organiser la pacification de cette région qui, aujourd'hui, pose de graves problèmes au reste du monde et particulièrement à l'Europe? Allez, 20 secondes pour répondre à une dernière question qui nous est venue par un tweet. Arnaud Montebourg n'est-il pas un grand utopiste? Je dirais que nous avons besoin d'imaginer le futur pour traiter le présent. Et j'ai envie de dire un petit peu... comme Oscar Wilde, faites en sorte que vos rêves soient les plus grands possibles pour qu'il en reste quelque chose. J'ai beaucoup d'ambition pour mon pays. J'aime ce pays plus que n'importe quel autre. Je l'aime. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de s'en occuper et de voir les choses en grand. La France, contrairement à ce que disait un penseur pour lequel je n'ai pas beaucoup d'estime, je ne prononcerai pas son nom, on disait que c'était un canton suisse. Non, c'est pas un canton suisse. C'est une grande nation qui parle au reste du monde et qui a de grandes choses à faire pour elle-même. Merci Arnaud Montebourg.